Donc, normalement, on y est. On réessaie, Hélène, et j'essaie de trouver où est-ce que je vous fais entrer. S'il y a encore des gens. Euh, Et si tu penses que je vais avoir de remettre le lien vers la biographie. Will, c'est en haut du chat. Merci, Michael. J'espère que je vais voir une notification s'il y a quelqu'un qui veut entrer. C'est ça que je ne vois pas. Pour l'instant, non, il n'y a personne. Je propose d'arrêter parfois le partage d'écran pour, si tu veux. Enfin, je pourrais le faire régulièrement pour avancer. Oui, si ça ne te complique pas trop l'existence. Écoute, non, enfin, je sais pas, on verra. Je promets Normalement, rien parce que je suis pas. si vous cliquez sur participants, Oui. vous devriez en haut de l'écran voir arriver les notifications. D'accord, ok, à ce moment-là, c'est bon. Ah oui, justement, il y a quelqu'un, justement, merci. Mais là, on n'est pas en partage d'écran. Hélène, tu partages ton écran et d'accord. Et donc là, je devrais voir s'il y a quelqu'un qui veut entrer. OK. Espérons-le. Donc, merci encore, Hélène, d'avoir accepté de présenter cette question du droit de vote des femmes aux États-Unis et on t'écoute avec grand intérêt. Merci beaucoup, Émilie. Merci beaucoup pour l'organisation de la table ronde et merci la SAES aussi qui nous permet de présenter les nouveaux sujets de civilisation au programme du concours. Juste si j'ai prévu 15-20 minutes, mais si c'est trop long, tu m'arrêtes et puis on prendra des questions. Bien sûr. Donc, je suis très heureuse de présenter cette question sur le droit de vote des femmes aux États-Unis entre 1776 et 1965, et d'autant plus parce qu'il s'agit de l'une des deux questions, comme tu l'as dit, Émilie, de civilisation des États-Unis au programme l'année prochaine et l'année d'après. Alors, je ne veux pas anticiper sur la présentation de Michael, mais je pense qu'on peut trouver des points de convergence de surcroît entre ces deux questions qui interrogent toutes les deux la démocratie états-unienne, les citoyennetés, des questions aussi qui sont, à mon avis, liées à des évolutions de l'historiographie et ancrées dans le temps présent. Et ça se manifeste, je pense d'ailleurs, j'ai regardé un peu la bibliographie sur la question que présentera Michael, et on a des références communes, voire des références qu'on peut aller piocher dans les bibliographies. Donc ces bibliographies, comme tu l'as signalé, Émilie, sont sur les sites de la SAES et de la FEA. Je voulais signaler que j'avais conçu cette bibliographie avec Claire Delahaye. Voilà, donc c'est effectivement un très gros travail et je voulais aussi la remercier d'avoir accepté de faire cette bibliographie avec moi. Donc l'un des points d'entrée dans le sujet du droit de vote des femmes aux États-Unis est la question de savoir pourquoi ce sujet à ce moment précis et pourquoi ces intitulés descriptifs. Donc j'essaie de m'interroger sur pourquoi j'ai donné cette question, ou j'ai proposé cette question aujourd'hui et avec cet intitulé et ce descriptif. Alors la première raison, c'est en fait l'année 2020, qui est le centenaire du 19e amendement et son paradoxe. C'est un centenaire du 19e amendement qui a montré que celui-ci n'est en fait pas l'événement qui a donné le droit de vote aux femmes, aux femmes états-uniennes, en tout cas pas à toutes. Et pour reprendre les mots de Laura Prieto, le 19e amendement est, je cite, une victoire incomplète, qui fait que 2020 n'est en fait pas vraiment le centenaire du droit de vote des femmes aux États-Unis. C'est une idée qui est aujourd'hui assez convenue, mais qui est due à ce que je décrirais comme une sorte d'accélération historiographique à l'occasion du centenaire, qui a vu une production très importante en fait, sur la question du droit de vote des femmes. En 2020 également, comme on le sait, le phénomène qu'on appelle voter suppression a confirmé que l'histoire du droit de vote aux États-Unis est une histoire faite de progrès et de régression, et qu'elle est tout sauf linéaire, et montre aussi que le droit de vote a sans cesse été remis en cause tout au long de l'histoire, ce que l'histoire du droit de vote aux États-Unis montre très bien. Donc c'est la thèse qui est développée notamment par Alex Keyser,
voilà, qui est en gras, dans The Right to Vote, The Contested History of Democracy in the United States. Jan Lewis, dans un article sur le New Jersey, je vais peut-être un petit peu vite, mais je voulais vous donner quand même quelques références. Elle parle du droit de vote aux États-Unis l'histoire du droit de vote aux États-Unis comme un processus hautement malléable. Donc, qui montre que c'est tout sauf un processus linéaire. Donc, c'est ce contexte de production de la question et de son descriptif qui explique que le point d'entrée principal pour moi dans le sujet, c'est celui de la périodisation choisie, qui n'est pas nouvelle, 1776-1965, mais qui est le fruit d'une évolution de l'historiographie ces dernières décennies. Cette périodisation prend en compte ce que l'on appelle parfois The Long 19th Amendment, le long 19e amendement. Donc ça, c'est le titre d'un projet de la Schlesinger Library qui a été conçu à l'occasion du centenaire. Donc c'est une périodisation qui prend en compte ce que l'on appelle le long 19e amendement et donc la longue durée pour comprendre sa véritable portée. Elle remet aussi en cause la périodisation dite des vagues du féminisme, qui brouille de toute évidence les continuités des combats. Donc là, je vous réfère par exemple à une référence sur, je remonte, pardon, sur le travail de Nancy Hewitt, que je ne retrouve tout à coup plus, qui remet en cause, effectivement, je suis désolée, je suis en train de dérouler, mais le travail de Nancy Hewitt remet en cause notamment cette idée des vagues et de la pertinence de cette périodisation des vagues. Il se trouve qu'on a en fait un bon point de référence pour comprendre cette évolution de la périodisation. C'est la question qui était au programme de l'agrégation de 1995. Je pense que quelques personnes peuvent s'en souvenir parmi vous. L'intitulé était en fait d'une question d'agrégation était le féminisme aux États-Unis de 1848 à 1875, le débat au sein du mouvement. Alors ce n'est pas une question liée spécifique complètement ou totalement au droit de vote des femmes. C'est une question sur le mouvement pour les droits des femmes, mais la période que je trouve intéressante et elle peut expliquer pourquoi je parle de la périodisation. Elle commençait donc cette période avec la convention de Seneca Falls en 1848 et elle se termine, je pense que je n'ai pas le descriptif, avec l'arrêt de la Cour suprême Minor versus Happersett de 1875, qui met un terme à la stratégie mise en place par certaines militantes qui ont tenté de voter, arguant du fait que le 14e amendement leur donnait ce droit. C'était la stratégie dite du nouveau départ, au New Departure. Mais cette périodisation 1848-1875 ne fonctionne plus vraiment aujourd'hui, pour plusieurs raisons. On sait par exemple que la convention de Seneca Falls n'est qu'un début parmi d'autres, qui est le fruit de la construction par certaines militantes, notamment à travers une source primaire importante, une archive militante, The History of Women's Suffrage, qui est en haut. The History of Women's Suffrage, voilà, en 6 volumes, et qui a construit également cette convention de Seneca Falls comme le début du mouvement pour les droits des femmes aux États-Unis et le début de la revendication du droit de vote des femmes par un mouvement constitué. Mais c'est ce que Lisa Tetrow appelle, et là je redescends, le mythe des origines de Seneca Falls. Donc je vais simplement vous remontrer la référence de Lisa Tetrow, alors qui n'est pas tout à fait en gras, mais qui est The Myth of Seneca Falls Memory and the Women's Suffrage Movement. Donc de la même manière que l'histoire de la revendication du droit de vote aux États-Unis ne commence pas en 1848, l'histoire du droit de vote même des femmes commence bien avant, à la Révolution américaine au moins. Donc il est nécessaire de revenir aux origines de la République américaine cette fois, pour comprendre à quel point cette histoire du droit de vote des femmes est liée à l'histoire du droit de vote aux États-Unis en général et à des spécificités, par exemple, liées au système fédéral, qui expliquent donc la situation
la diversité des situations selon les États dès 1776, puisque certaines femmes du New Jersey ont potentiellement le droit de vote dès 1776, en tout cas à la fin du XVIIIe siècle. Donc, dans les faits, avant le 19e amendement, des femmes pouvaient voter. Donc, j'ai cité le cas particulier du New Jersey, sur lequel je reviendrai. Mais aussi, après la guerre de sécession, des femmes peuvent voter dans certains territoires dès 1869, puis certains États à partir de 1890, au niveau local également, ou municipal, aussi des élections qui sont liées aux questions d'éducation également. Ce qui explique que la première femme élue au Congrès aux États-Unis le soit en 1916. C'est Jeanette Rankin qui est élue en 1916, donc pour le Montana, qui avait donné le droit de vote aux femmes en 1914. Donc, de la même façon que les femmes peuvent voter avant 1920, certaines femmes ne peuvent toujours pas voter après 1920. D'où l'autre borne chronologique, qui n'est pas donc 1920, mais bien 1965, qui correspond au Voting Rights Act. Car si l'on parle du droit de vote des femmes, comme l'intitulé le fait, on doit alors considérer que le 19e amendement est le moment où on atteint le suffrage universel blanc. Donc, j'utilise le terme universel parce qu'il est utilisé souvent aussi à l'époque. C'est où chez les historiens et les historiennes, parfois, vous aurez des termes comme universal male suffrage ou universal white male suffrage. Universal, bien sûr, vous l'entendez, on l'entend dans le sens où tout le groupe a le droit de vote à ce moment-là. Mais bien évidemment, en 1920, il n'y a pas de suffrage universel, ni dans la pratique, ni dans la loi d'ailleurs. Je peux donner quelques exemples. Jusqu'en 1922, les femmes mariées à des étrangers perdent leur citoyenneté et donc le droit de vote. Des femmes amérindiennes sont exclues du vote aussi dans certains États, y compris après l'adoption de l'Indian Citizenship Act de 1924. Et enfin, les femmes noires, principalement dans le Sud, sont exclues en grande partie du vote jusqu'au Voting Rights Act de 1965. Alors, cette redéfinition de la périodisation qui est, je pense, qui est pour moi au cœur du sujet, est importante et on trouve quelques essais que j'ai signalés, nous avons signalés avec Claire, qui font une sorte de synthèse historiographique. Donc, il y a celui-ci qui est une table ronde, Interchange, Women's Suffrage, the 19th Amendment and the Right to Vote, qui est paru dans un des numéros spéciaux qui ont été faits à l'occasion du centenaire du 19e amendement. Et puis celui-ci, par Kathleen Cahill, Crystal Feinster et Kimberly Hamlin, Expanding the Suffrage Archive, Chronology, Region, Ideology, Biography and Memory. Je trouve que ce sont des essais qui sont assez utiles. Donc, pour rendre compte de ces évolutions, j'ai choisi de définir 3 parties dans le sujet. Je pense que le texte de cadrage les identifie assez clairement. Si ce n'est pas le cas, je redonne certains points et puis je pourrai bien sûr répondre à vos questions. Je vais essayer d'expliquer ce qui est dans le sujet, peut-être ce qui l'est moins, parce que je sais que c'est aussi important pour vous. Alors tout d'abord, une histoire des grandes étapes du droit de vote des femmes et du débat autour du suffrage féminin depuis la Révolution américaine jusqu'au 19e amendement, qui est une histoire qui suit à la fois l'histoire générale du droit de vote aux États-Unis, d'un privilège parfois déconnecté de la citoyenneté politique vers un droit, et qui suit donc l'histoire générale du droit de vote aux États-Unis et l'organisation de mouvements pour les droits des femmes à partir des années 1840. Cette histoire montre que ce ne sont pas tant les États-Unis ou les États, les gouvernements qui ont donné le droit de vote des femmes, ou le droit de vote aux femmes, que les femmes qui l'ont obtenu par la mise en place de stratégies parfois concurrentes, parfois complémentaires, mises en place dans des contextes locaux et nationaux. Dans la bibliographie, vous trouverez une section qui est consacrée aux batailles au niveau des États ou de régions. Spécifiquement, je vais essayer de la retrouver, elle est vers le bas. C'est dans la section Mapping Women's Suffrage. Je redescends encore. Je crois que c'est la prochaine. C'est là. Il y a quelques références si ça vous intéresse. La deuxième partie du sujet se concentre sur les débats eux-mêmes, envisagés sur la plus longue durée,
qui montre à la fois la pérennité des arguments fondés sur des idéaux qui naissent à la fin du XVIIIe siècle et la spécificité de certaines idées selon le contexte. Par exemple, après la guerre de sécession, l'idée que les femmes ne se battent pas ou ne participent pas directement au conflit, au combat armé. Donc le descriptif identifie plusieurs moments afin de cadrer l'apprentissage de la question, des moments clés qui sont également détaillés dans la bibliographie en termes de période. Donc les débats dans le New Jersey, je remonte, voilà. Le débat dans le New Jersey entre 1776 et 1807, on a identifié plusieurs articles et ouvrages qui pourront vous aider. On a aussi mis avec Claire des chapeaux pour expliquer le sens des rubriques et peut-être les points importants ou saillants à prendre en compte. Le deuxième moment identifié, c'est le moment de la constitution d'un mouvement pour les droits des femmes dans fin des années 1840, et aussi la question de la nécessité de demander le droit de vote des femmes, qui ne se fait pas automatiquement. Vous savez certainement qu'en la Convention de Seneca Falls, la revendication du droit de vote est la demande la plus controversée et est loin de faire l'unanimité, en fait. La troisième période est la période dite de la reconstruction, et notamment les débats autour des 14e et 15e amendements. Donc là, je vais vous référer à deux ouvrages que j'estime principaux, qui sont l'ouvrage d'Helen Carroll Dubois, Feminism and Suffrage, The Emergence of an Independent Women's Movement in America, 1848-1869. En fait, seul le premier chapitre est avant la guerre de sécession. Et Fi Dudden, Fighting Chance, The Struggle over Women's Suffrage and Black Suffrage in Reconstruction America. J'identifie ces deux ouvrages parce qu'ils mettent en évidence peut-être deux interprétations différentes de ce moment. L'un peut-être plus optimiste, qui est la version de Helen Carroll Dubois, qui voit ce moment comme un moment où naît le féminisme aux États-Unis comme un mouvement pour et par les femmes, alors que Fi Dudden estime qu'il s'agit là d'une occasion manquée d'accorder le droit de vote universel, hommes, femmes, noirs et blancs et blanches. Donc, je vous signale ce point historiographique. Enfin, le dernier moment, c'est celui du tournant du XXe siècle, début du XXe siècle, qui aboutit à un changement sur la question au sommet de l'État et qui amène au 19e amendement. Donc l'idée est de s'intéresser dans cette partie au débat sur le droit de vote des femmes en prenant en compte à la fois les discours des opposantes et des partisans et partisanes. Il est important de comprendre dans quelle mesure les discours suffragistes répondent également à l'émergence à la fin du 19e siècle d'un mouvement constitué antisuffragiste qui s'appuie sur des arguments spécifiques. Donc ces arguments antisuffragistes sont mis en évidence alors je redescends dans la rubrique Resisting Women's Suffrage and Women's Rights, par exemple dans l'ouvrage de Susan E. Marshall, Splintered Sisterhood, Gender and Class in the Campaign Against Women Suffrage. Dans ces débats, il faut aussi s'intéresser aux arguments racistes développés par certaines suffragistes blanches, notamment après la guerre de sécession, qui font la promotion parfois de ce qu'elles appellent « educated suffrage », ou qui présentent qui présentent clairement le droit de vote des femmes en lien avec la suprématie blanche et parfois des discours impérialistes. C'est un point qu'on retrouve par exemple dans l'ouvrage de Michelle Louise Newman, White Women's Rights, Women's Rights. Sorry. La troisième partie de la question, enfin, c'est celle de la longue histoire du combat pour le droit de vote des femmes racisées, mais plus particulièrement des femmes noires, qui permet de souligner les deux points que met en évidence Rosalind Terburg Penn dans son ouvrage de 1998. Je remonte un peu. Elle dit que le mouvement pour les droits de vote des femmes aux États-Unis, j'ai la citation en anglais, was shaped both by black suffrage activism and by white racism. Donc c'est la rubrique qu'on a identifiée avec Claire sur The Racial Politics of Women's Suffrage.
L'historiographie montre que ces femmes noires qui se battent pour le droit de vote envisageaient le vote comme un moyen de défendre des enjeux propres à la communauté noire. Elle montre également que la demande pour le droit de vote des femmes ne se fait pas forcément uniquement au sein du mouvement suffragiste, dont au final beaucoup de femmes sont exclues, mais dans le cadre aussi d'autres organisations. Ce que montrent les 4 figures identifiées dans le descriptif. Donc, pour aider aussi l'apprentissage et pour cadrer un peu les choses, j'ai identifié 4 figures majeures qui ne sont pas les seules, mais qui me semblent être importantes et qui peuvent cadrer à la fois vos cours et puis l'apprentissage des candidats et des candidates. Donc, Frances Ellen Watkins Harper, Mary Church Terrell, Ida B. Wells Barnett et Fannie Lou Hamer, qui ont fait l'objet de biographies que vous trouvez à la fin normalement vers la fin de la voilà, Figures of the Fight for Women's Suffrage and Women's Rights. On a indiqué avec Claire l'ouvrage de Keisha Blaine. Je veux juste vous prévenir qu'il paraîtra en octobre de cette année, mais de toute évidence, il s'annonce comme un ouvrage extrêmement important. Ces figures permettent d'identifier une généalogie différente, une histoire spécifique du combat pour le droit de vote des femmes, qui s'est jouée en relation donc avec d'autres mouvements, comme l'abolitionnisme et plus largement le long mouvement pour les droits civiques. Alors, il ne s'agit pas d'un sujet sur le mouvement pour les droits civiques, même si vous avez compris bien sûr qu'il y a des recoupements, enfin des convergences, son étude est importante, mais il s'agit plutôt de se concentrer sur les stratégies diverses et les discours que les femmes noires ont mis en place dans le combat pour le droit de vote, leur droit de vote, mais aussi celui des hommes noirs et plus largement le suffrage universel. Donc, ce que l'étude de l'histoire montre, c'est que le droit de vote des femmes a toujours été articulé à des enjeux liés à des citoyennetés autres que politiques et des intersections entre race, classe et genre, mais qu'il a été aussi parfois porteur de discours conservateurs et aussi racistes et discriminatoires. Le combat donc, pour le droit de vote, peut-être un point important ou intéressant, c'est construit en relation avec, mais parfois contre d'autres mouvements. C'est aussi pour cela qu'on a inclus une catégorie Women's Activism in Context, qui met en évidence voilà, les liens possibles entre mouvements suffragistes et autres mouvements. Je voulais aussi dire que l'histoire aussi nous montre que le droit de vote, selon les contextes, est une revendication révolutionnaire, mais parfois aussi conservatrice. Alors conservatrice parce que parfois elle limite les enjeux discutés, par exemple, au sein du mouvement pour les droits des femmes avant la guerre de sécession. Donc pour terminer, je veux juste rapidement revenir là sur la bibliographie. Donc je l'ai un peu survolée, mais la bonne et la mauvaise nouvelle, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui ont été écrites sur le droit de vote des femmes aux États-Unis récemment. Donc, ça s'ajoute aux nombreux travaux qui ont été produits depuis le 19e siècle. Les militantes suffragistes ont eu très tôt conscience de l'enjeu militant que représentait la préservation des archives, comme le montre le travail récent de Claire Delahaye. Ce qui explique que la rubrique sources primaires soit assez dense. On vous a donné beaucoup de possibilités, mais il y a aussi encore beaucoup d'autres sites à consulter. Ce qui veut dire que la bonne nouvelle, c'est que vous n'aurez pas de problème, je pense, pour trouver des sujets de commentaires, par exemple. Il y a aussi une anthologie très intéressante qui reprend la périodisation, voilà, 1776-1965, c'est celle de Susan Ware, qui a été publiée par Library of America en 2020. Et je pense, et je voulais peut-être aussi juste dire qu'il y a aussi une rubrique Popular Culture or Cultures of Suffragism and Feminism, qui est une rubrique qui peut vous être utile pour parler des stratégies. Aussi, ce que vous verrez, c'est que les suffragistes ont écrit des pièces de théâtre, des chansons, ont utilisé la culture populaire pour revendiquer le droit de vote. Je vais m'arrêter ici, parce que j'ai peut-être été un petit peu longue. Merci beaucoup, Hélène, pour cette présentation extrêmement riche, passionnante, très complète. Et évidemment à Claire aussi, qui t'a aidé à le mettre en place. Est-ce qu'il y a des questions tout de suite pour Hélène? Si vous pouvez faire l'option lever la main. Est-ce qu'il y a, je ne vois
pas de main levée. Je m'excuse, je ne suis pas. Ah oui, Hervé. Je peux vous. Voilà, Hervé. Oui, bonjour. Merci beaucoup pour Bonjour. cette présentation et pour ce sujet passionnant et également pour la bibliographie très, très fournie et très hiérarchisée aussi. Donc, c'est très intéressant pour se retrouver dans la masse des sources. Moi, j'avais trois questions en fait. La première, c'était concernant l'importance à donner aux expériences de politisation antérieures à la question du droit de vote, notamment par exemple la mobilisation des femmes ouvrières dans les usines Lowell dans les années 1820 et 30, ou bien les pétitions de femmes contre le engine removal, également dans les années 1830, qui sont à chaque fois des moments de préparation d'une mobilisation pour politique plus large à partir des années 40 et qui ne touche pas directement au droit de vote. Et par exemple, est-ce que on peut imaginer un commentaire de texte qui tomberait sur la pétition de Catherine Beecher contre le engine removal en 1830, ou bien est-ce que ça, ce sont des choses qui sont vraiment trop marginales sur la question? Et deuxième question également, donc il y a dans le cadrage du sujet une centralité, enfin comment dire, il y a un focus assez fort sur la question des femmes noires pour ce qui s'agit donc des femmes racisées. J'imagine que ça ne veut pas dire non plus qu'il faut oublier le cas des femmes amérindiennes ou hispaniques à partir du milieu du 19e siècle, etc. Voilà, donc quelle importance aussi là à donner à cette question-là. Et ma troisième question, juste, c'était plus généralement sur si ça existait encore les sujets citationnels à l'écrit, notamment pour les questions de civilisation. Parce que je sais que ça se fait encore à l'oral, mais voilà. Donc c'était. Merci encore, hein, beaucoup. De rien, merci pour les questions. Alors, je suis pour la dernière année au jury de l'agrégation. Donc en revanche, je ne crois pas que Christophe Gillissen soit là parce que je ne veux pas non plus m'avancer sur certaines choses. Mais ce que je sais, c'est que les sujets citationnels en dissertation à l'écrit, c'est le sujet en fait de la dissertation en civilisation. Le sujet, les dernières années, était citationnel, donc pour l'écrit. À l'oral, il y a des sujets citationnels et notionnels, en revanche, en civilisation. C'est un peu différent de la littérature, parce que je crois que la littérature, c'est plutôt une notion à l'écrit, quoi qu'il arrive, mais à écrit, sujet plutôt citationnel, ça aussi, ça change, et sujet citationnel et notionnel à l'oral. Donc ça, c'est voilà, la première question. La question, je les prends dans le sens inverse, enfin, je reviens sur la question des femmes noires. Et alors, euh, je pense que c'est une question. Alors moi, je suis justement en tant que membre du jury et préparatrice aussi de concours, je trouve que les questions sont, enfin, je trouve que le programme est immense au final, parce que nous, on a que, enfin, notamment, moi, j'ai pas passé l'agrégation quand le tronc commun était aussi important. Et je pense qu'il faut aussi prendre ça en compte. Donc, en fait, quand j'ai rédigé le descriptif, j'avais quand même en tête euh, le fait qu'il fallait parfois restreindre les choses pour, non pas pour dire que les choses ne sont pas importantes, mais que peut-être pour guider, pour le coup, alors là, le jury aussi, voilà, je n'en fais plus partie, mais pour moi, c'est important que justement, bien évidemment, je le mets un peu dans le descriptif, hein, que ce troisième moment, c'est les femmes racisées, bien sûr, qui inclut les Amérindiennes et d'autres femmes aussi, les femmes immigrées, hispaniques, etc. Mais je préférais me focaliser sur les femmes noires pour donner un fil directeur. Et c'est pour ça que j'ai identifié ces 4 personnes. Donc moi, ce que je dirais, mais pareil, hein, la façon dont je vois les choses, c'est que pour moi, un commentaire de texte qui émanerait, c'est possible, hein, mais qui émanerait d'une femme racisée, mais pas africaine-américaine, serait peut-être pousserait un peu la limite. En revanche, dans une dissertation, il me semblerait que c'est tout à fait normal de pouvoir aborder
prendre en compte toutes ces catégories de femmes. C'est pour ça que j'ai noté 2 ouvrages que je trouve importants. C'est l'ouvrage de Kathleen Cahill, qui est récent, je peux le remettre, je peux refaire un partage d'écran si vous voulez, qui justement parle beaucoup, est centré sur les figures de femmes racisées et leur combat pour le droit de vote des femmes. Il faut que je le retrouve. Et l'ouvrage de Martha Jones, aussi récent, qui, lui, en revanche, est centré essentiellement sur les femmes noires. Donc, je dirais qu'il y a ce que les gens doivent savoir et puis ce sur quoi ils et elles peuvent être interrogés. Et spécifiquement, et voilà, donc j'ai à l'écran Kathleen Cahill, Recasting the Vote, How Women of Color Transformed the Suffrage Movement, que je trouve vraiment important. Puis il y a d'autres articles. Et puis Martha Jones sur How Black Women Broke Barriers, Won the Vote and Insisted on Equality for All. Je pense que ce serait... ça me semble plus prudent parce que j'ai peur autrement que ça devienne une question... c'est normal, hein, c'est la vocation des questions de civilisation, mais je pense qu'il faut cadrer. C'est pour ça que j'ai plutôt insisté sur les femmes noires, sans exclure, bien sûr, hein, les autres catégories. Et pour revenir aux expériences de politisation, elles sont effectivement importantes. Pour moi, en revanche, il ne pourrait pas y avoir de texte sur autre chose que le droit de vote. Hein, puisque là, c'est la question posée. Ce serait vraiment pour moi hors sujet, en fait. Je pense que les textes, les commentaires de texte doivent porter sur le droit de vote. Alors après, en lien avec peut-être d'autres mouvements. On peut penser aussi, parce que vous avez parlé voilà, du combat contre engine removal, les femmes ouvrières aussi. Il y a l'abolitionnisme également, qui est une expérience de politisation importante. Donc, pour moi, ce sont des choses qui doivent être connues, mais pas forcément faire l'objet d'un sujet spécifique, enfin d'ailleurs pas, sauf s'il est en lien avec le droit de vote. On sait aussi que la question du droit de vote, quand il s'agit d'organiser ou quand il s'agit pour certaines femmes blanches de la classe moyenne, après notamment la guerre de sécession, de faire une alliance avec les femmes ouvrières, ça a pas toujours été simple. C'est ce que c'est ce que je disais sur le droit de vote tout à l'heure, comme une revendication parfois révolutionnaire, mais parfois conservatrice, selon les contextes. Donc, par exemple, dans l'ouvrage de Hélène Carroll Dubois, que j'ai cité tout à l'heure, dans la période de la Reconstruction, Feminism and Suffrage, elle parle de ces tentatives de créer une alliance avec des femmes de la classe ouvrière qui se solde par un échec, en fait. Donc, pour répondre juste à la question, je pense qu'il faut vraiment se concentrer sur le droit de vote, que le reste, il y a des choses qu'on peut savoir dans une dissertation, mais sur un texte lui-même, je dirais droit de vote, et essentiellement femmes noires, effectivement, parce que c'est quand même ce que j'avais en tête pour les commentaires de texte, par exemple. Mais pareil, je serai plus au jury, donc c'est au jury après de décider, quoi. Merci beaucoup. Merci Hélène, je pense que ça éclaircit. Nathalie Caron, Nathalie, tu actives ton micro. Merci beaucoup. J'ai une question assez courte. C'est l'utilisation du mot féminisme et féministe, ou féministe et feminism. Je crois savoir que la première occurrence du mot en français, c'est dans les années 30, dans un texte de Fourier. Et, 1800, oui, pardon, je pensais 1900, oui, 1800. Oui, 1800, j'ai dit 1900. Non, tu as dit 30, les années 30, c'est pour ça. 1830, et aux États-Unis, je crois aussi qu'il y a des occurrences dans les années 1850. Mais il parlait du Women's Rights Movement. Alors, est-ce qu'il est légitime d'utiliser le mot féministe et féminisme? Alors, alors, excuse-moi, j'ai cherché la référence. Alors, le terme féminisme, d'après Nancy Cott, Nancy Cott, c'est pas cet ouvrage-là, c'est The Grounding of Modern Feminism, qui, elle, dit que la première occurrence du mot féministe, c'est dans les années 1910, en fait, fin 19e siècle en Grande-Bretagne, début du XXe siècle aux États-Unis. Donc, c'est essentiellement, j'essayais juste de retrouver où était, je crois que c'est The Long History. Non, même pas. Bon, c'est The Grounding of Modern Feminism de Nancy Cott. Donc ça, c'est la première question. Effectivement, la terminologie qui est utilisée selon les époques va varier. Hein.
donc Women's Rights Movement d'ailleurs, voilà, qui est utilisé. Parfois, on aurait même on dirait, on trouvera peut-être des occurrences de Women's Movement, qui est un peu qui perturbe pour le coup, et puis Women's Suffrage Movement. Le terme féminisme, moi, je n'hésite pas à l'utiliser en fait pour décrire y compris des mouvements qui ne se définissent pas comme féministes, parce que le terme n'est pas dans l'usage courant, parce que pour moi, ce sont des mouvements qui appartiennent au mouvement féministe et à l'histoire des féminismes aux États-Unis. Donc, à partir du moment où on à mon avis, le définit, et j'aurais pas, moi, d'hésitation à l'accepter dans une copie pour définir y compris des périodes antérieures à l'occurrence du terme, à la première occurrence du terme aux États-Unis. Je dis plus souvent le mouvement pour les droits des femmes parce que c'est aussi c'était le terme qui était utilisé. Je ne dis pas, par exemple, en français, parce que la dissertation est en français à l'écrit. Je ne dirais pas mouvement pour les droits de la femme, mais des femmes, aussi pour prendre en compte le fait que justement, contrairement à ce que certaines suffragistes pouvaient penser, ça devait concerner toutes les femmes. Donc c'est un terme la femme est un peu, je trouve, pose problème en soi. Donc, à partir du moment où on peut dire aux candidats et candidates, aux étudiants et étudiantes que le terme féminisme, voilà la première occurrence, mais que c'est un terme qu'on peut utiliser, je pense, pour décrire ce qui se passe antérieurement, pour moi, ça ne pose pas de problème. Donc, pendant que je vois d'autres questions, je vais essayer de retrouver l'ouvrage de Nancy Cott dans la bibliographie. Claire Delahaye l'a mis dans d'accord, merci. Hélène. Alors, j'aimerais qu'on consacre encore 5 minutes à cette question et qu'on laisse après le temps à Michael de faire sa présentation. Oui, et je crois que les deux sujets se regroupent et donc les questions vont sûrement... il y a une confluence de questions. Mais Molly, si vous voulez poser votre question à Hélène. Oui, bonjour à tout le monde et merci beaucoup à Hélène pour cette présentation très exhaustive également. J'avais une question un peu similaire à celle de Hervé, c'était par rapport à la religion en fait. S'il y avait également à prendre en compte d'une façon très minime bien sûr des questions de l'influence des religions, enfin, le protestantisme, le catholicisme, etc. Merci beaucoup Hélène. Je dirais, c'est un point d'entrée aussi dans le sujet. Je pense par exemple au Quakerism, qui notamment, alors ça apparaît dans la bibliographie, justement dans les années 1830-1840, avec ce passage cette constitution de l'organisation d'un mouvement pour les droits des femmes. Donc, je pense à la référence de Nancy Hewitt, Feminist Friends, Agrarian Quakers and the Emergence of Women's Rights in America, par exemple. Donc, c'est un point qui peut être important. On sait qu'Alice Paul était aussi Quaker. Donc, il y a un fil qu'on pourrait tisser. Dans le militantisme des femmes noires, il se fait aussi au sein des églises noires. Donc, je pense que ça peut être un point aussi important. Je pense que c'est un point aussi important pour étudier les débats entre partisans et partisanes et opposantes au mouvement au suffrage des femmes. Parce que tous les discours liés à la mission naturelle des femmes, il est aussi empreint d'une défense parfois d'un christianisme blanc. Donc, par exemple, Catherine Beecher, qu'on a cité, je crois, tout à l'heure. Catherine Beecher, quand elle s'oppose au droit de vote des femmes, elle a cette idée de cette femme chrétienne qui va sauver qui est le fondement de la civilisation chrétienne. Donc, il y a aussi des deux côtés qu'on utilise les arguments, sachant aussi que, juste très rapidement, les abolitionnistes femmes qui s'investissent dans le mouvement abolitionniste doivent aller à l'encontre d'un interdit issu de la Bible, enfin, tel qu'il est, de parler en public. Donc cette expérience de politisation, elle se fait par soit une réinterprétation de la Bible, en tous les cas, ou contre ces sortes d'injonctions pour une femme à ne pas parler en public.
Merci. Et si on peut juste en 2 minutes recevoir Je la vais, question Voilà. de Pierre-François. je vais essayer d'être Très rapide dans la rapidement, réponse. voilà. Merci beaucoup. Très, très rapidement. Merci encore à toutes et à tous. Je voulais juste savoir si, pour cette question, le regard extérieur, enfin le regard de personnes étrangères pouvait être intéressant. Par exemple, je pense à une publication très récente, c'était les articles de Georges Clemenceau qu'il avait fait pendant la Reconstruction. Euh, alors, je ne les ai pas encore lus, hein, mais peut-être qu'il y a le droit de vote des femmes qui est mentionné, ou peut-être même les suffragettes anglaises qui auraient pu écrire aussi sur le combat aux États-Unis. C'est tout. Oui, alors Clemenceau, je n'ai pas lu, du coup, je ne peux pas dire, mais en revanche, dans cette rubrique Transnational and International Perspectives on the Women's Rights Movement and Women's Suffrage, Ah vous ben allez voilà, voir qu'il y très a, bien. des, Voilà. qu'il y a, des, qu'il y a des ouvrages qui traitent de la dimension internationale et transnationale, et je veux peut-être un livre que je n'ai pas lu, mais que qu'on a mentionné quand même, parce que c'est A Suffragette in America, Reflections on Prisoners, Pickets and Political Change. Je crois que ce sont les journaux d'Emmeline Pankhurst quand elle est allée aux États-Unis. Donc, ça pourrait répondre exactement à ça. Parfait. Merci beaucoup. Merci encore Hélène et aussi aux participants pour toutes ces questions très riches, sujet passionnant, mais également passionnant, c'est la démocratie en Amérique au 19e siècle. Donc, Michael, si tu veux bien nous présenter ce sujet. Et merci encore pour ta bibliographie remarquable avec toutes les données qu'il faut, tout ce qu'on a toujours voulu savoir. Merci à toi, Émilie. Merci à la SAES pour l'organisation de la table ronde. Et merci à Hélène pour ton exposé extrêmement éclairant. Alors, je rappelle l'intitulé exact de la question: de la démocratie en Amérique, politique et société aux États-Unis, 1824-1848. Alors, la première chose que je peux dire sur cette question d'option, c'est qu'elle est d'une certaine façon l'exacte symétrique de la question de tronc commun. La question de tronc commun est très ample chronologiquement avec cette perspective de longue durée dont a parlé Hélène, mais resserrée thématiquement puisqu'elle porte sur un thème relativement précis qui est le droit de vote des femmes. À l'inverse, la question d'option embrasse des thématiques assez larges et diverses au carrefour de l'histoire politique, sociale, économique, mais sur une période assez courte. Cela dit, comme l'a dit Hélène, évidemment, il y a des points de convergence entre les deux questions. La thématique du droit de vote en général, de son extension, de sa privation, est évidemment un aspect important du programme d'option. Et on pourra faire d'une pierre deux coups en lisant, par exemple, l'ouvrage de référence d'Alexander Keysar, The Right to Vote, The Contested History of Democracy in the United States. Donc, je pense qu'il est très bien que ces deux questions figurent en même temps au programme, puisqu'elles sont finalement, au-delà de leurs différences, assez complémentaires, et que la réflexion sur l'une pourra nourrir la réflexion sur l'autre. Et j'en profite d'ailleurs pour rebondir sur la question d'Hervé, les deux exemples qu'avait donné Hervé, les femmes ouvrières de Lowell et les pétitions anti-removal, si elles ne fonctionnent pas en tronc commun, par contre, sont très bien pour l'option. Et on peut tout à fait imaginer des commentaires autour de ces thématiques-là. Le deuxième point que je voudrais souligner d'emblée, qui va sans doute de soi, mais que je préfère quand même expliciter, c'est qu'il ne s'agit pas d'une question sur Tocqueville, mais bien sûr sur les États-Unis et la question de la démocratie des années 1820 aux années 1840. Certes, il y a des références à Tocqueville dans l'intitulé de la question et dans le texte de cadrage, mais il ne faut pas que les agrégatifs interprètent ça comme une injonction à lire les 2 volumes de la démocratie en Amérique pendant l'été. On ne sait jamais, peut-être que certains en avaient le projet. Comme on dit dans le jargon des rapports de jury, la lecture de Tocqueville n'est pas, à mon sens, exigible. Cela dit, peut-on faire complètement l'économie de Tocqueville? Je ne pense pas non plus. Il me semble qu'il y a des grands concepts dans de la démocratie en Amérique qui peuvent être utiles pour traiter cette question. L'égalité des conditions, la tyrannie de la majorité, qui sont de toute façon couramment évoquées par les historiennes et les historiens de la période, y compris pour les critiquer parfois. Et il y a aussi quelques passages célèbres de l'ouvrage de Tocqueville qui peuvent éclairer les candidates et les candidats, par exemple sur l'engagement civique des Américains et des Américaines au sein de ce qu'on appelle des voluntary associations, associations confessionnelles, politiques, associations militant contre l'esclavage, la consommation d'alcool. Ces associations sont pour Tocqueville l'essence même de la démocratie américaine.
Il y a aussi de très belles pages, très justes aussi, à la fin du premier volume de La démocratie en Amérique sur la situation des Africains-Américains libres dans les États du Nord et les nombreuses discriminations à leur encontre. Donc ça, on peut tout à fait aller le lire, mais il reste que Tocqueville n'écrit pas en historien, que d'un point de vue historique, on ne peut pas prendre toutes ces analyses pour argent comptant et qu'il faut donc les manier avec précaution dans le cadre de ce programme d'agrégation. Et je renvoie ici aux travaux menés par Marie-Jeanne Rossignol, Laurence Kossu-Beaumont et Augustin Abran, qui ensemble travaillent à historiciser Tocqueville, comme ils l'ont fait par exemple lors d'un atelier au congrès de la FEA la semaine dernière, intitulé « Une tyrannie de la majorité, point d'interrogation, Tocqueville et le versant sombre de l'Amérique de Jackson ». Cette question d'option est liée aux travaux que ces trois collègues sont en train de mener. Troisième point, les bornes chronologiques retenues. Pourquoi 1824 et 1848 ? Alors, je commence par 1848, qui est la borne la plus évidente. L'année 1848 est certes une année d'élection présidentielle, mais au-delà de ça, elle correspond à une série d'événements majeurs aux États-Unis et ailleurs. C'est la fin d'une guerre impérialiste contre le Mexique qui a commencé 2 ans plus tôt et qui a suscité de vives controverses, à la fois dans la classe politique et dans la société civile. Cette guerre débouche sur l'acquisition de nouvelles terres au sud-ouest avec le traité de Guadalupe-Hidalgo. Lié à cela, c'est la création du Free Soul Party qui milite pour la restriction de l'esclavage dans ces nouveaux territoires de l'Ouest et qui forme une sorte de première version de ce que sera le Parti républicain pendant la décennie suivante. Sur un plan plus social, c'est la Convention pour les droits des femmes de Seneca Falls dans l'État de New York. C'est aussi à Washington près de 80 esclaves qui tentent de s'évader à bord du navire Pearl, un événement dont on parle beaucoup dans un contexte de cristallisation des tensions entre Nord et Sud autour de la question esclavagiste. Et enfin, en Europe, en France notamment, ce sont des révolutions démocratiques qui sont attentivement observées aux États-Unis et qui mettent la démocratie américaine face à ces contradictions, comme le montre Johanna Halimi-Levitt dans un ouvrage à paraître cette année. Le choix de la borne 1824 est sans doute moins immédiatement parlant. 1824, c'est une année qu'on connaît surtout pour son élection présidentielle contestée. Andrew Jackson se présente une première fois à l'élection, il remporte le vote populaire face à ses concurrents, mais il n'a pas assez de grands électeurs pour être déclaré vainqueur, et à l'issue d'une série de tractations à la Chambre des représentants, c'est finalement John Quincy Adams qui emporte la présidence. C'est ce que les soutiens de Jackson appelleront le corrupt bargain. Plus largement, on peut dire qu'à partir du milieu des années 20, commence à émerger une nouvelle génération de leaders politiques qui n'est pas la génération révolutionnaire. Et d'ailleurs, plusieurs des acteurs de la Révolution américaine meurent dans ces années-là. C'est le cas de Thomas Jefferson et John Adams qui, de manière très symbolique, meurent tous les deux un 4 juillet, le 4 juillet 1826. Enfin, le milieu des années 1820, c'est la réémergence progressive d'un système de partis. On avait eu pendant la première décennie d'existence des États-Unis un First Party System opposant les républicains démocrates aux fédéralistes. Le Parti républicain-démocrate de Jefferson avait fini par s'imposer comme unique force politique. Et dans les années 1820, commence à se former un Second Party System opposant ceux qui ne s'appellent pas encore les démocrates et les Whigs. C'est aussi une nouvelle manière de faire de la politique qui s'impose dans ces années-là, plus populaire, plus démocratique, plus spectaculaire. Les conventions, les meetings, les parades se multiplient au moment des élections. Les candidats à l'élection présidentielle suscitent beaucoup d'intérêt, de curiosité, jusque parfois dans leur vie privée. La presse partisane se développe, etc. En un mot, la politique devient un phénomène de masse auquel participent d'ailleurs des individus qui ne sont pas forcément détenteurs ou détentrices du droit de vote. Donc cette question d'option couvre une période courte de 24 ans, ce qui implique, je crois, de la part des candidats une connaissance assez fine de la chronologie, année par année. Il faudrait que les candidates puissent dater aussi bien la présidence de Martin Van Buren que la révolte de Nat Turner, l'arrêt de la Cour suprême Cherokee Nation versus Georgia, ou encore la création de la communauté utopique de Brook Farm. Quatrième point, toujours sur la chronologie, choisir pour borne chronologique les années 1824-1848, c'est d'emblée se placer dans ce moment de l'histoire des États-Unis qu'on dit parfois,
jacksonien. Hein. On parle de Jacksonian America ou de Age of Jackson. Il faut que les candidats soient prudents avec ces appellations. Il y a des enjeux historiographiques ici qu'il est important de connaître et qui font partie de la question d'option. Hein. En fait, aujourd'hui, en 2021, il n'y a plus beaucoup d'historiennes et d'historiens qui s'intéressent à cette période en tant que période. Et à vrai dire, l'expression même d'Amérique jacksonienne devient moins courante dans les titres d'ouvrages, les articles de revues, les programmes de colloques. C'est une expression qui a été critiquée, contestée, au moins depuis les années 1970, pour la façon dont elle réduit un moment de l'histoire des États-Unis à la figure d'un unique président controversé, comme si l'Amérique des années 1824-1848 n'était pas traversée de mouvements politiques ou sociaux, de courants de pensée qui s'opposent à ce que Jackson et ses partisans prétendent incarner, ou bien qui entendent incarner eux-mêmes une alternative au modèle jacksonien. Et si j'ai fait commencer la question en 1824 plutôt que 1828, qui aurait été un point de départ peut-être plus naturel, c'est aussi d'une certaine manière pour décentrer un peu la figure de Jackson. L'idée même d'une Amérique jacksonienne ou d'une ère jacksonienne, en fait, évoque une tradition historiographique qui remonte au milieu du XXe siècle, dont on peut dire qu'elle commence avec le grand livre d'Arthur Schlesinger Jr., The Age of Jackson, qui date de 1945. Pour le dire de manière extrêmement schématique, c'est une historiographie qui est généralement centrée sur les aspects politiques de la période, émergence et idéologie des partis whigs et démocrates, campagne présidentielle, comportements électoraux, et qui s'intéresse davantage aux avancées démocratiques et à ce qu'il est convenu d'appeler la démocratie jacksonienne qu'aux limites de la démocratie sous Jackson. Et c'est au sein de ces travaux-là qu'a été popularisée l'image encore prégnante de la période jacksonienne comme celle d'un triomphe de la démocratie. On a pu aussi parler de Era of the Common Man, de Age of Egalitarianism, tout ça va dans le même sens. Cette tradition historiographique a donné lieu à des travaux extrêmement variés. Hein. Elle a été mise à jour depuis Schlesinger, qui faisait complètement l'impasse sur les aspects les moins reluisants de la période, mais elle ne s'est pas fondamentalement transformée. Et le livre Somme de Sean Wilentz, The Rise of American Democracy, 2005, publié 60 ans donc après The Age of Jackson, s'inscrit malgré tout dans la continuité de Schlesinger, davantage qu'il ne dévie de ses analyses. Alors, bien sûr, il y a eu des renouvellements dans l'étude de l'histoire des États-Unis entre 1820 et 1840, mais ils sont à chercher ailleurs, du côté d'une histoire sociale qui a fait sienne les paramètres de race, d'ethnicité et de genre, avec la publication de très nombreux travaux sur l'esclavage et l'abolition, sur les populations amérindiennes, grâce à l'essor de ce qu'on a appelé la nouvelle histoire de l'Ouest, la nouvelle histoire indienne, et l'ethno-histoire, sur les femmes aussi, toutes ces catégories de populations tenues à l'extérieur du périmètre démocratique. Il s'agit de travaux publiés par des historiennes et des historiens au profil plus divers, qui portent un regard généralement critique sur la période et qui d'ailleurs s'affranchissent de bornes chronologiques qui restent étroitement corrélées à l'histoire présidentielle. Et c'est très sensible dans la bibliographie, où en fait beaucoup de titres portent sur une période plus large que celle couverte par le programme, généralement de la Révolution américaine à la guerre de sécession. On retrouve une partie de cette nouvelle historiographie plus sociale synthétisée dans un ouvrage de 2007, qui est souvent mis en regard avec celui de Sean Wilentz, comparé à celui de Sean Wilentz. Je fais référence au livre de Daniel Walker Howe, What Have Got Wrought, The Transformation of America, alors qui reprend lui aussi une chronologie traditionnelle, 1815-1848, tout en contestant la pertinence de concepts tels que ceux d'Amérique jacksonienne ou de démocratie jacksonienne. Et cette réticence à utiliser le terme de démocratie pour caractériser la période est plus que jamais sensible. En 2019, le Journal of the Early Republic publiait un numéro spécial intitulé Race, Politics and Culture in the Age of Jacksonian Democracy, entre guillemets. Donc il faudrait que les candidats et les candidates prennent conscience de ces enjeux et qu'ils et elles ne réduisent pas la période à ses aspects politiques ou à la seule figure d'Andrew Jackson. Il ne s'agit pas d'un sujet sur la présidence d'Andrew Jackson
comme il y a eu un sujet sur la présidence de Barack Obama, il faut bien sûr s'intéresser à la vie politique du pays, à l'idéologie des deux partis dominants, des tiers partis aussi qui apparaissent pendant cette période-là. Il faut connaître des figures politiques telles que Jackson, Adams, Van Buren, John C. Calhoun, Henry Clay ou encore le jeune Abraham Lincoln. Mais il est tout aussi important de s'intéresser à la société civile et aux élans démocratiques qui en sont issus, notamment au sein des mouvements de réforme. Des personnalités telles que les activistes noirs James Fulton et Maria Stewart, la libre penseuse et féministe Fanny Wright, le socialiste et transcendentaliste George Ripley sont des acteurs et des actrices essentiels de la période et dont on pourra lire des textes en cours. Un certain nombre d'entre elles tentent de penser, de mettre en œuvre une démocratie réelle, ou en tout cas dénoncent des formes perverties de la démocratie. Les militants noirs James Hawley et William Allen parlent respectivement des États-Unis comme d'une bastard democracy ou d'une skin deep democracy. Frederick Douglass éprouve en 1848, il commente la Révolution française de 1848, et il éprouve le besoin de préciser « I am a friend to democracy, radical democracy », tant le mot a été usurpé par le Parti démocrate, selon lui. Et il existe tout un pan de l'historiographie au XXe siècle qui met l'accent sur la centralité du racisme et de la suprématie blanche dans la structuration de la jeune République américaine. Je pense à des auteurs comme David Rudiger dans The Wages of Whiteness ou Alexander Saxton dans The Rise and Fall of the White Republic, qui parlent des États-Unis comme d'une Herrenvolk democracy, c'est-à-dire un système démocratique accaparé par le groupe ethnique majoritaire, les Blancs, tandis que la minorité noire est privée de ses droits. Mon cinquième et dernier point porte sur la bibliographie elle-même. Alors, c'est là que je vais partager mon écran. Je crois que c'est bon. Alors, cette bibliographie s'ouvre sur une section consacrée aux synthèses récentes sur la période. Par récente, j'entends publiées après 2000. Vous y trouvez les ouvrages de Daniel Walker Howe et de Sean Wilentz que j'ai cités, qui restent les deux ouvrages de référence sur cette question d'option, même s'ils commencent déjà à dater un peu. Ce sont deux livres passionnants, mais aussi très volumineux, comme vous avez pu le constater. Il y a de quoi assommer quelqu'un avec. À défaut de les lire en entier, je pense qu'il serait bien que les candidats les aient un peu pratiqués et soient familiers du positionnement de leurs auteurs. On a pu décrire The Rise of American Democracy comme un ouvrage pro-Jackson, ce dont Wilentz s'est défendu ensuite, tandis que Daniel Walker Howe, lui, ne cache pas son tropisme Whig. Le livre What Hathcock Wrote est dédié à la mémoire de John Quincy Adams. Du point de vue de la préparation au concours, je précise tout de même que le livre de Daniel Walker Howe est particulièrement clair et pédagogique et accessible, même quand on ne connaît rien, qu'on n'a pas de connaissance du tout préalable sur la période. Et à vrai dire, il est aussi plus en phase avec ce qui s'écrit aujourd'hui, en 2021, sur l'Amérique des années 1820-1840. Et donc, s'il faut en choisir un, j'aurais tendance plutôt à recommander celui-là. Mais bon, ce sont aussi là mes préférences personnelles qui parlent. J'ajoute qu'il existe une version abrégée du livre de Wilentz, The Rise of American Democracy, Abridged College Edition, que personnellement je ne trouve pas très convaincante. Je ne l'ai pas mise dans la bibliographie. Je crois que pour les agrégatifs, il est plus utile de lire ne serait-ce qu'un ou deux chapitres de l'édition complète pour se faire une idée, voilà, du type de discours que peut tenir Jackson sur la période, que de lire l'intégralité de la version abrégée. Et je signale enfin une nouvelle synthèse, celle de Alan Taylor, American Republics, qui a l'air très prometteuse, mais qui vient tout juste de sortir et que j'ai pu uniquement feuilleter. Je pense qu'il faudra y jeter un œil. Je pense que c'est un livre important. Donc, je vous invite à le consulter quand il sera sorti. Je crois peut-être qu'il vient de sortir ou il est sur le point de sortir. Dans la section qui suit, j'ai inclus des synthèses plus anciennes, publiées donc depuis The Age of Jackson jusqu'à la fin. Pardon,
que vous voyez bien mon écran, jusqu'à la fin du XXe siècle. Alors pour les agrégatifs, ces synthèses sont intéressantes moins du point de vue du contenu que du point de vue historiographique, hein. Les deux synthèses les plus connues étant celle de Schlesinger que j'ai déjà citée et The Market Revolution de Charles Sellers. Vous noterez que ces deux premières sections sont intégralement masculines et je devrais ajouter qu'il n'y a que des auteurs blancs. L'historiographie jacksonienne classique dont je parlais tout à l'heure est dominée par ce profil d'auteur, ce que j'ai essayé de compenser dans les autres sections, notamment celles consacrées à l'esclavage, aux droits des femmes, où, sans surprise, on trouve davantage de diversité. La bibliographie est ensuite organisée de manière thématique. Il y a une partie historiographie, droit de vote, citoyenneté, vie démocratique, politique et parti, union et sectionnalisme, vous verrez tout ça. Je parlais tout à l'heure de la multiplicité des acteurs et des actrices à prendre en compte pour traiter cette période. J'ai inclus à ce sujet-là une section qui s'appelle personnalité, dans laquelle vous trouverez des biographies de présidents, d'abolitionnistes, d'activistes, de figures religieuses, de tout un tas de figures. Il ne s'agit évidemment pas d'aller lire ces biographies une par une, c'est vraiment pour proposer une sorte de galerie, voilà, de l'Amérique jacksonienne, si on tient à cette appellation-là, dans toute sa diversité. Voilà, de manière générale, la bibliographie est assez copieuse. Enfin, j'ai vu que les autres bibliographies, dont celle d'Hélène, étaient tout aussi copieuses, donc je ne suis pas en dehors du cadre. Là encore, elle a surtout pour fonction de cartographier la question, hein, d'indiquer aux candidats les aspects de la période qui doivent être connus. Et bien sûr, elle permet aussi de donner des pistes au cas où on souhaiterait creuser tel ou tel aspect de la question. L'une des difficultés de cette question, je crois, vient de sa dimension protéiforme. C'est une question qui implique d'avoir des connaissances sur la vie politique du pays, sur les mouvements sociaux qui l'agitent, sur des transformations d'ordre technologique ou des développements d'ordre plus culturel, intellectuel. Il me semble qu'il y a un travail d'imprégnation à faire avec la période qui passe notamment par la lecture de sources primaires variées. J'ai inclus à la fin de la bibliographie une section que j'ai intitulée « Sources et documents ». Voilà, c'est là. Sources et documents, quelques exemples. Vous trouverez des documents qui pourront servir à nourrir les brochures que vous distribuerez aux candidats. Évidemment, c'est extrêmement sélectif, tant il y a beaucoup de sources qui peuvent être utilisées, mais j'espère que ça pourra vous donner quelques pistes. Pour ce qui est de choisir des documents dans le cadre spécifique de l'exercice du commentaire de texte, je dirais d'abord qu'il faut se limiter à des documents rédigés entre 1824 et 1848, hein, et j'encourage les membres du jury qui se trouvent parmi nous à se tenir vraiment à ces bornes chronologiques. Et ensuite, il peut être intéressant de trouver des documents qui articulent plusieurs des thématiques au programme. Par exemple, quand il est question d'esclavage, il est parfois aussi question, pas tout le temps, mais parfois, d'expansion de l'annexion du Texas, de la guerre contre le Mexique, qui sont promus et souhaités par les propriétaires d'esclaves et tous les intérêts esclavagistes. Et du même coup, dans ces textes, il est aussi question du sort des populations amérindiennes. Dans le journal The Liberator, dans les années 40, hein, on trouve régulièrement des textes où toutes ces choses-là sont dénoncées. Esclavage, expansion et déportation des Indiens dans un même texte. Donc, dans la mesure du possible, il faudrait essayer de connecter ces thématiques en ayant pour fil directeur la question de la notion de la démocratie. Voilà, et j'ai inclus tout à la fin une toute petite section qui s'appelle podcast. Je vous invite notamment à consulter, j'invite aussi les agrégatifs surtout à écouter les épisodes du podcast The Age of Jackson, dans lequel on trouve deux types d'entretiens, des entretiens sur des ouvrages récemment parus, avec le présentateur et la personne auteur-autrice de l'ouvrage, mais surtout, ce qui peut être utile pour les agrégatifs, c'est des entretiens qui portent sur les grands livres qui ont marqué l'historiographie.
vous avez un entretien sur Willens, avec une historienne justement, Michelle Oriel, qui est d'une autre génération et qui apporte un autre discours sur ce qu'a pu écrire Willens. Vous avez un entretien sur le livre de Howe, sur ceux de Sellers, sur celui sur The Age of Jackson évidemment. Ça peut être très utile pour travailler les aspects historiographiques. Et voilà, 3 toutes petites choses pour terminer. Je rappelle qu'il y a une journée d'études sur la question d'options qui se tiendra à l'Université de Paris le 19 novembre, et d'autres événements sont en cours de préparation. Un manuel est en préparation aux éditions Atland. Et enfin, je voulais remercier les personnes qui m'ont fait part de leurs suggestions et commentaires pour l'établissement de cette bibliographie: Alexia Blin, Nathalie Caron, Augustin Abran, Aurélia Narvaez et Marie-Jeanne Rossignol. Merci beaucoup, Michael, et aussi à tes collègues qui t'ont aidé dans la bibliographie. Merci pour cette présentation absolument formidable. Oui, je vois tous les mains qui applaudissent. Donc, est-ce qu'il y a des mains qui se lèvent pour poser des questions? Oui, Cécile? Oui, merci beaucoup. Merci beaucoup à tous les deux. Merci, Michael, pour cette présentation extrêmement claire, et le texte de cadrage est très clair également. Une de mes collègues me faisait remarquer qu'il y a peut-être quelque chose qui va être compliqué pour certains de nos préparants, nos agrégatifs, c'est comment comprendre la notion même de démocratie, comment elle est comprise en fait à différentes périodes, et bien évidemment l'articulation avec république, démocratie. Donc, plus dans une perspective, on va dire, peut-être de philosophie politique. Est-ce que c'est quelque chose qui est tout de même envisagé? J'ai vu que tu avais mis l'accent sur l'histoire sociale et culturelle aussi, mais… Oui, je pense que c'est un des enjeux de la question aussi, me semble-t-il. Le terme de démocratie est extrêmement plurivoque, et un des enjeux, c'est de voir comment il est utilisé dans toutes ses acceptions à l'époque, comment il a pu être invoqué par le Parti démocrate, comment des abolitionnistes, à l'inverse, disent mais en quoi ce parti peut-il se réclamer de la démocratie? Je pense que c'est des choses qui font partie de la question. Enfin, il faut faire varier les acceptions du mot, démocratie comme gouvernement du peuple, la démocratie comme le fait majoritaire, la démocratie comme la contestation de toutes les formes de hiérarchie et de privilèges. Il va falloir jongler un peu avec ces termes-là. Après, je ne pense pas qu'on puisse attendre de la part de… Ça reste un sujet essentiellement historique. On ne peut pas attendre des développements de philosophie politique dans les leçons et les commentaires de texte, mais il va falloir réfléchir à la variété des usages de ce terme-là à l'époque, avec éventuellement en mettant en regard le terme de république aussi. J'avais sorti 1 ou 2 livres, alors que je n'ai pas mis dans la bibliographie parce que ça nous emmène sur d'autres chemins, mais que peut-être pas les étudiants, mais les préparateurs peuvent consulter s'ils ont envie d'avoir des pistes sur ces usages du mot à l'époque. Le livre de Francis Dupuy-Déry qui s'appelle « Démocratie, histoire politique », je crois que vous le voyez peut-être à l'envers, démocratie, histoire politique d'un mot aux États-Unis et en France, qui peut être utile. Et tout récemment, mais c'est un livre qui ne parle absolument pas des États-Unis, le livre de Samuel Hayat chez Anamosa dans la collection Le mot est faible, qui s'appelle Démocratie. Ça peut être des choses qui donneront aux agrégatifs l'occasion de réfléchir de manière un peu plus théorique à la question. Et je vois des commentaires dans le chat. C'est une journée d'études sur le droit de vote des femmes. Merci, Michael. Merci, Michael. Je crois que Nicolas a une question à te poser. Oui, bonjour à tous et à toutes.
Merci beaucoup, Michael. Merci beaucoup, Hélène aussi, pour vos superbes présentations et votre très, très gros travail collectif, hein, comme on le comprend, sur ces questions. J'ai une question vraiment assez naïve, en fait. Pourquoi cette question d'option s'intitule-t-elle « De la démocratie en Amérique ?» Puisqu'il y a de fait un clin d'œil à Tocqueville et que le livre de Tocqueville est passé à la postérité comme étant la description d'une forme de démocratie idéale faisant des États-Unis, voilà, une sorte d'avant-garde du monde démocratique. Voilà. C'est une première question qui est liée à une seconde. Comment comprendre cette référence à Tocqueville dans le cadre d'une histoire qui est caractérisée, me semble-t-il, par la perpétration d'un génocide. Le terme génocide apparaît dans la bibliographie à travers le livre de Jeffrey Hassler, un très beau livre. Et je voulais avoir ton avis, Michael, là-dessus, en fait. Comment, en fait, c'est même un problème de fond, hein, comment même parler de démocratie dans un pays qui est responsable d'un génocide aussi grave, en fait. Enfin, tous les génocides sont graves, mais celui-ci en particulier, perpétré en particulier par Jackson. Voilà. Comment articuler, en fait, le terme démocratie, tout ce qu'il charrie de positif, avec la réalité de la démocratie américaine à l'époque, qui est aussi évidemment caractérisée par l'esclavage, etc. Alors, je voulais avoir ton sentiment, voilà, ta façon d'aborder ce qui me paraît être un paradoxe. Intéressant, oui. Un paradoxe qui fait réfléchir, mais un paradoxe quand même. Il y a un paradoxe qui, à nouveau, c'est le cœur de la question que tu soulèves. Alors, pour la première question, le texte que j'avais rédigé et son titre était un peu différent. Et il y a eu des modifications dans ces textes à propos desquels je n'ai pas été consulté. Je ne sais pas si je suis censé le dire ou pas, bon, je vais le dire, mais le titre, du titre original de cette question était « De la démocratie en Amérique ». Point d'interrogation. Et évidemment, ce point d'interrogation avait pour moi une certaine importance. Bon, je comprends que, pour diverses raisons, on ait pu souhaiter mettre 2 points plutôt qu'un point d'interrogation, mais voilà, je ne suis pas entièrement responsable de ce choix d'intitulé. Et il faut prendre l'intitulé, évidemment, tel qu'il est dans le bulletin officiel. Voilà. Et sur ça fait écho à ça, sur comment est-ce qu'un pays peut se réclamer de la démocratie quand il commet un génocide. C'est que certaines catégories de population sont tenues, comme je disais, à l'extérieur du périmètre démocratique et elles ne sont même pas considérées dans ce périmètre-là. Il y a de fait il faut pas, voilà, il y a quand même un mouvement de démocratisation des institutions à l'époque, du vote aux populations blanches masculines qui insuffle quelque chose de... Enfin, il y a cet esprit de démocratisation malgré tout qui se répand dans la société à l'époque et en politique, mais en même temps, il y a ces élans antidémocratiques qui traversent la société de l'époque. Et le paradoxe, il est là, et c'est ça qu'on demande d'investiguer aux agrégatifs et agrégatives. De la même façon, au XXe siècle, l'historiographie a pu parler de triomphe de la démocratie tout simplement parce qu'elle ne prenait pas en compte un génocide. The Age of Jackson ne mentionne pas du tout les politiques indiennes de Jackson. Donc évidemment, si on les met de côté, si on oublie ça, si on oublie toutes les questions raciales, The Age of Jackson mentionne l'esclavage, mais en tant que question politique, surtout pas en tant que question sociale. Et The Age of Jackson ne mentionne pas du tout les femmes, à part quelques références à des scandales à la Maison-Blanche qui impliquent des femmes. Elles ne sont pas considérées non plus comme sujet digne d'intérêt par l'historien. Donc, dès lors qu'on élimine tout ça, il n'y a pas de contradiction. La contradiction, elle est devenue de plus en plus flagrante avec toute cette nouvelle historiographie qu'on demande, pour le coup, là, aux agrégatifs, de prendre en compte pour interroger la notion de démocratie.
Il y a Agnès peut-être? Ah, c'est à moi, ok. Merci, j'avais oublié Merci beaucoup. d'activer mon son. Je Merci. t'en prie. Je vais rebondir sur ce que vient de dire Nicolas et un peu sur ta réponse aussi. Il n'y a que 2 mentions dans ta bibliographie du mot settler. Et comme settler colonialism est quand même en pleine explosion théorique et qu'il y a un grand pendant de cette question qui porte sur la masculinité et la violence masculine, qui sont à mon sens quand même très liées à la période jacksonienne. Est-ce que ça fait partie des questions qu'on doit aborder ou comment le faire? C'est-à-dire, de ton point de vue, c'est vraiment donc une question sur la démocratie comme pratique politique et l'expansionnisme est secondaire, c'est bien ce que tu as dit? Je ne sais pas qu'il est secondaire. Oui, la question, le thème de l'expression settler colonialism n'apparaît peut-être pas à travers les titres. Il y a quand même une section qui s'appelle expansion, esclavage, expansion, empire, esclavage, je crois que je l'ai intitulé, dans laquelle il y a des ouvrages qui font référence à cette notion-là. Alors, on en revient au caractère un peu protéiforme de la question, et je n'avais pas pensé dans les termes qu'a donné Hélène tout à l'heure, mais c'est intéressant. Penser à ce que, voilà, ce qu'il ne faut pas prendre en compte, enfin, ce qu'on peut mettre peut-être aux marges de la question. Alors, la question de l'expansion ne me paraît pas une question à la marge. Par contre, si on parle de settler colonialism, ça fait on rentre tout de suite dans des débats aussi historiographiques. Comment est-ce que cette notion-là s'est imposée au cours je sais pas, des dernières décennies, je pense qu'on peut dire. Et on ne peut pas demander aux candidats de connaître l'historiographie de tous les sous-champs qui font partie de la question. Hein. Je pense qu'on peut leur demander on peut attendre d'eux quelques connaissances globales sur l'historiographie jacksonienne et comment elle s'est reconfigurée à la faveur de l'histoire sociale et de la prise en compte voilà, du génocide indien et de l'expansion et du settler colonialism. Mais après, on ne pourra pas rentrer dans tout le détail de la nouvelle histoire indienne, dans tout le détail de la nouvelle histoire du capitalisme. C'est des choses qui, pour ce qui est de l'esclavage, c'est des choses qu'on peut, peut-être que par exemple une étiquette comme, enfin, les notions settler colonialism ou nouvelle histoire du capitalisme, c'est bien de les mentionner en cours, mais je ne pense pas qu'on pourra demander aux candidats de connaître tout ça dans le détail, parce que sinon c'est tentaculaire en fait. J'avais juste peur qu'ils rencontrent régulièrement dans leur lecture ce terme-là et qu'on soit un petit peu obligé de le définir comme the age of the common man. Le settler, c'est quand même le père de famille de basse extraction avec un petit capital qui part dans l'Ouest dans l'espoir de devenir propriétaire et donc d'accéder à des droits civiques auxquels il n'a pas forcément accès. Oui. Tu vois ce que je veux dire? C'est plutôt dans cette démarche-là. Je pense qu'ils vont le rencontrer souvent. Et je me disais oui, que ce serait peut-être bien qu'il y ait une définition un petit peu, oui, pas tout le débat si tu veux historiographique, mais que ça figure au moins un petit peu, quoi. Oui, bien sûr. Y a-t-il d'autres questions pour Michael? Je me rends compte que vous avez 2 sujets là tellement riches, complémentaires. Vous avez 2 années devant vous formidables. J'ai envie, peut-être pas de repasser l'agrégation, mais de me remettre sur les bancs pour apprendre et à venir éventuellement à certaines de ces journées d'études et de colloques qui s'annoncent. Je vous trouve très actifs, c'est formidable. Est-ce que je peux juste profiter des annonces pour dire que je vais organiser un cycle de présentation d'ouvrages un peu important sur la question du droit de vote à partir de septembre. Ça sera par Zoom et ce sera ouvert aux préparateurs, préparatrices et candidats et candidates. Donc, il y aura Kathleen Cahill, Martha Jones, Alison Parker, sa biographie de Mary Church Terrell, Carol Faulkner, sur la biographie de Luke Chamot, qui est aussi dans la biblio de Michael. Et Claire Delahaye également, je crois que j'ai oublié personne. Ah si, Alison Lang qui a travaillé sur les images du mouvement suffragiste, donc qui ont accepté de participer et de présenter. Donc avant l'été, je donnerai le calendrier de ces séances. Très bien, Hélène, merci beaucoup.
Est-ce qu'il y a d'autres demandes de prise de parole, d'information? Je sais que vous voulez tous remercier très, très vivement nos deux intervenants de ce matin. Je suis vraiment très, très heureuse. Oui, merci de tous ces mains qui applaudissent. Très, très heureuse qu'on ait pu faire cela ici à la SAES avec Sébastien Moore. Je suis très contente qu'on travaille ensemble ainsi. Et voilà, j'espère que ce serait une occasion de renouer contact à un autre moment lorsque le programme rechangera. Mais je vous souhaite 2 années extrêmement fructueuses, riches de réflexions complémentaires. Et voilà. Merci beaucoup à Hélène et à Michael et à vos collègues qui vous ont aidés. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir, merci. Au revoir. Je voulais juste te remercier, Émilie. Enfin, je ne sais pas si les gens partent ou pas, mais je voulais te remercier pour l'organisation. Et moi aussi, et moi aussi. Et merci, Michael, parce que j'ai... Vous ne m'entendez pas? Oui, là, vous m'entendez? Ah non, Là, on mais c'est t'entend. moi qui vous remercie. Ah bah non. J'ai envie de me convertir en historienne. Écoute, tu es la bienvenue. Nous t'acceptons. J'ai trouvé ça passionnant, je vous ai trouvé clair, pertinent, en ce moment, voilà, c'est tellement pertinent, cette élection contestée, la démocratie, les votes. C'est vrai que les questions fonctionnent bien ensemble, pour le coup, là. Ouais. Les optionnaires de Civi auront... Enfin, ce sera vraiment C'est bien. vraiment formidable pour vous, hein, je pense. Vraiment. Ah oui, oui. Et je pense que les colloques et les journées d'études vont être vraiment des forums d'échange entre vous. Et je pense qu'il y avait beaucoup de questions qui se sont posées. Et c'est bien. C'est vraiment... voilà, c'était passionnant. Et encore une fois, je trouve vraiment bien que ça ait été fait ici à la SAES. C'est super, hein, merci. Ouais, parce qu'en fait, Ouais. c'est vrai que ça n'a même pas été fait à la FEA, mais c'est très bien que ce soit fait à la SAES aussi. Enfin, Mais en fait. parce qu'on avait l'année dernière avec Cook, je crois que c'était avec Cook surtout, Ouais. on avait beaucoup de questions qui s'étaient posées. Bien À un sûr. autre moment, il y avait des questions. Pardon, je vais juste